Bonjour à tous, c'est Simnef et aujourd'hui je poursuis donc ma série de vidéos sur comment vaincre l'adversaire sans combattre. Je vais voir donc dominer, prendre l'avantage grâce au transport. Et on va voir ça donc en temps de paix et en temps de guerre. Je commence donc le rôle des transports en temps de guerre, le cas de la bataille de Tannenberg en 1914. Donc on se situe sur le front de l'Est, un front oriental dont on ne parle pas souvent en France, qui a opposé donc l'Empire allemand allié à l'Empire austro-hongrois contre la Russie. D'accord. Il y a eu 4 années de guerre, pas beaucoup de tranchées, mais par contre beaucoup de batailles, beaucoup de morts. Et nous, on va s'intéresser à la bataille de Tannenberg qui a eu lieu donc en Prusse orientale. Aujourd'hui, on se situerait en Pologne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc la première armée russe en rouge et la deuxième armée russe attaquaient donc la Prusse orientale. Ils ont remporté une victoire à Gumbinnen le 20 août. Et les Allemands font une habile manœuvre. Ils mettent toutes leurs forces contre la deuxième armée russe du général Samsonov. Ils la prennent en tenaille, l'encerclent, la terrassent à Tannenberg et la détruisent. C'est une grande victoire. On a plus de 70 000 à 80 000 prisonniers russes que les Allemands capturent. Cette belle manœuvre, elle a été possible grâce à un bon réseau donc de voies ferrées, grâce à un bon réseau de transport du côté de l'Allemagne. On a là une carte beaucoup plus précise. On voit que le premier corps d'armée allemand a été transporté par voie ferrée entre Königsberg et Marienburg de manière à attaquer la deuxième armée russe sur son flanc gauche. Le reste donc a fait ça à pied. La première armée russe, en haut à droite, celle de Rennenkampf, aurait pu ici foncer sur le golfe de Danzig, encercler la capitale régionale qui est Königsberg et menacer les Allemands sur leurs arrières. Mais ça n'a pas été possible à cause d'une mauvaise logistique et de mauvais ravitaillements. Du coup, on peut conclure comme ça, grâce à un bon réseau de transport, les Allemands peuvent manœuvrer et triompher. À cause d'un mauvais réseau de transport et de mauvais stocks, la première armée russe est totalement immobilisée, paralysée et donc inutile. On voit ici l'influence des réseaux de transport. Deuxième exemple, toujours du côté de la Russie, la bataille de Moscou qui a eu lieu en décembre 1941. Donc là, cette fois, on se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le front de l'Est, pour être précis, en 1941, avec l'attaque lors de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941. Donc vous voyez que les Allemands progressent énormément en profondeur à l'intérieur du territoire russe. Mais ils butent ici, en décembre 1941, sur Moscou. Ils n'arrivent pas à prendre Moscou. D'accord ? Alors, souvent, on a évoqué le général Hivert comme étant le facteur décisif, un peu comme pour Napoléon en 1812. Cette revue vous montre des soldats donc en tenue d'hiver, et on vous met 1941-42, le premier hiver en Russie, en insistant énormément sur le rôle du climat et de la neige. La vérité, c'est que c'est le transport et la logistique qui a été vraiment décisif. Là, si vous regardez ma carte de départ, entre Lvov et Moscou, on a environ 1200 km. Je dis bien environ parce que, par exemple, si on part la route, Google Maps donc dit 1400 km, donc à vol d'oiseau c'est plutôt 1100-1200. Donc on voit que les Allemands se sont énormément éloignés de leur base de départ. Du coup, le transport et la logistique a du mal à suivre. Ça se traduit par quoi? Au moment où ils arrivent devant Moscou, les Allemands manquent de carburant, donc les avions volent de moins en moins, il y a moins de sorties des appareils, des Stuka, des chasseurs et tout ça. À un moment donné, Guderian, qui dirige la deuxième armée blindée allemande, a 3 corps blindés à sa disposition. Il n'en utilise que 2, le troisième n'ayant pas assez d'essence pour avancer. On a aussi un manque de munitions, l'artillerie tire de moins en moins, et puis un manque de pièces de rechange pour tout ce qui concerne les véhicules. Les Allemands ont également sous-estimé la logistique et mobilisé pas assez de camions pour transporter tout ça. Lorsque l'hiver arrive, les Allemands manquent de tenues d'hiver, pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles sont restées en Allemagne, elles n'ont pas pu être transportées.
Alors, le bouquin que je vous ai mentionné avant, hein, de la collection Osprey est clair, là c'est la conclusion. Il y a eu de graves erreurs opérationnelles associées à un système de logistique qui n'était pas à la hauteur de la tâche, hein. Donc il insiste beaucoup sur cette logistique, de même les ouvrages de Jean Lopez insistent énormément sur ce rôle de la logistique, hein. Un transport pas assez efficace qui amène pas assez de matériel sur le front. On mentionne également des approvisionnements insuffisants parce que les Allemands ont dispersé leurs efforts. Il y a aussi un autre élément dans cette bataille de Moscou qui concerne là aussi les transports, c'est les rails, et pour être précis, l'écartement des rails. Les Russes, depuis les années 1910, ont un écartement différent des Allemands. Du coup, les Allemands sont obligés donc de reconstruire, de réaménager chaque kilomètre de rail lorsqu'ils pénètrent en Russie, et ça crée des problèmes de transport. Bon, j'ajoute que les Russes ont évidemment saboté leurs gares et leur voie de communication en se repliant. Donc de graves problèmes de transport et de logistique qui expliquent la défaite des nazis. Des nazis beaucoup trop usés et mal ravitaillés lorsqu'ils attaquent en décembre 1941. Voyons maintenant l'influence des transports en temps de paix sur la géopolitique mondiale, comment les transports peuvent jouer un rôle dans la lutte d'influence entre les grandes puissances, comment ils peuvent augmenter la puissance de certains pays et diminuer celle d'autres nations. Je vais voir le cas du projet des routes de la soie, projet OBOR, One Belt, One Road. Donc, le projet des nouvelles routes de la soie, c'est le trait rouge et le trait jaune que vous voyez ici, que la Chine aimerait construire au cœur de l'Asie. On pourrait rajouter une route en rose ici qui traverserait le Caucase, hein. Le but, donc, rallier l'Asie centrale, la Russie, surtout l'Europe. Pourquoi ce projet pourrait augmenter la puissance de la Chine? Déjà parce qu'il permettrait de développer la partie pauvre de la Chine, à savoir la région du Xinjiang, vous savez, c'est là où les Ouïghours sont génocidés, et le Tibet, qui sont clairement pauvres par rapport à la Chine du littoral. Deuxième avantage pour la Chine, elle pourrait s'emparer et se connecter aux ressources de l'Asie centrale. Le gaz, le pétrole, l'uranium, les mines, le blé qu'il y a au Kazakhstan, tout ça. Et le pétrole pourrait donc arriver en Chine par l'intermédiaire de pipelines, d'oléoducs, plutôt que de prendre la mer dans le golfe Persique. Ça, c'est dérangeant pour les Chinois, vu que l'US Navy a la maîtrise des mers. D'accord ? Donc, rattacher l'Asie centrale davantage à la Chine et l'éloigner un petit peu de la Russie. Ok ? Autre avantage, arrimer l'Europe davantage à l'économie chinoise, former un gigantesque marché en Asie. Du coup, ce projet OBOR, l'idée c'est quoi? C'est d'éliminer, d'enlever cette économie monde qui est centrée sur les États-Unis, où les USA forment le cœur de l'économie mondiale, et le remplacer par ceci, par une économie monde centrée sur la Chine, avec une Europe qui est décrochée, détachée des États-Unis, et plutôt rattachée à la Chine. Et pareil pour l'Asie centrale et la Russie. D'accord ? La Chine deviendrait donc le nouveau centre du monde. D'accord ? Donc les transports permettent ici de reconfigurer l'économie mondiale et d'avantager la Chine. Autre exemple de géopolitique des transports, la géopolitique donc du transport aérien. Donc j'ai réalisé ici une carte mentale à partir d'articles que j'ai pris dans la revue Diplomatie, dans le DiploWeb, un website tout à fait intéressant, et dans la revue Conflit également. Donc là, vous avez les thèmes principaux. On peut parler de géopolitique des transports, vu qu'on a des grandes compagnies aériennes qui se font face, qui sont un petit peu en conflit, ou au moins en compétition. Et c'est pas que les compagnies aériennes qui sont en tension, c'est aussi les aéroports mondiaux. Par exemple, entre Londres, Heathrow, et par exemple Roissy, Charles de Gaulle. D'accord ? Donc là, vous avez tous les détails de cette carte mentale. Vous avez également des alliances entre les compagnies, les compagnies aériennes, et un aéroport peut être aussi l'objet d'un conflit interne, comme on voit à côté de Nantes avec Notre-Dame-des-Landes.
Bref, n'hésitez pas à mettre pause et à regarder ça en détail. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui portera sur les sciences et les techniques gagnées par l'intermédiaire de la technologie. Merci à vous et à bientôt.